Coucou, je suis très heureux de vous retrouver. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour l'épisode numéro 2 consacré à Netflix, les coulisses de Netflix. Dans le premier épisode que vous avez l'air d'avoir kiffé, hein, j'ai lu tous les commentaires et autres, on a parlé des infrastructures, de la façon dont Netflix était juste implanté dans le monde, les serveurs et autres. Dans cet épisode, si j'ai tout compris, on va parler de la qualité d'image, c'est-à-dire qu'on va parler notamment du HDR. Vous savez, le High Dynamic Range et autres. Comment est-ce que c'est traité? Je pense qu'on va avoir des comparaisons avec ou sans. On va également parler de la production, comment Netflix produit justement ces séries en HDR, Dolby Vision. Je pense que c'est ça la thématique. Je suis vraiment au taquet, je suis très heureux de vous offrir ces reportages sur la chaîne parce que c'est vraiment des trucs que j'aime faire et en plus c'est inespéré. Je veux dire, arriver à parler comme ça aux gens ici à Netflix, de la partie technique, des serveurs, de la qualité d'image et autres. Et en effet, c'est toute une série de reportages comme ça prévus sur les coulisses de Netflix. Donc les serveurs, la qualité d'image, j'aimerais aller également sur des tournages pour voir un petit peu justement, vous savez, des choses relatives aux écrans. Vous savez, les écrans comme le Mandalorian, vous avez de la vidéo sur la chaîne, des trucs comme ça qui sont utilisés par Netflix parce qu'après tout, Netflix, c'est quoi? C'est tout simplement des films, des productions, des séries télé et autres qu'on met sur une plateforme. À la base, il y a la production. C'est ça qui est intéressant. Et en plus, avec les progrès techniques, on produit avec des moyens absolument dingues. En plus, on diffuse en HDR, Dolby Vision et tout. Et ça, c'est intéressant. Du coup, vos téléviseurs affichent Dolby Vision, HDR quand vous avez Netflix et vous allez savoir pourquoi dans quelques instants. Je suis tellement heureux. Allez, c'est parti. On pénètre dans l'antre magique. Voilà. Oui, c'est marqué là. Allez, let's go. Je le fais en direct, ça se trouve, ils ne me connaissent pas. Mais qui êtes-vous, monsieur? Le grand moment est arrivé. Bonjour, Karine. Bonjour, Pépé. Ça va? Bah, très bien, merci. Moi, je suis content de te voir, tu peux pas savoir. Quand on m'a donné la thématique de la vidéo, tu vois, j'ai fait Carl Lewis. Je suis arrivé ici, mes versions roller électrique. Je suis arrivé, ça y est, c'est là. C'est quoi ton taf ici, Karine? Alors, mon taf ici, c'est très technique. Je vais prendre le nom... je suis consultante en workflow, donc c'est un gros mot. Qu'est-ce qu'on fait en tant que consultant en workflow? En fait, on s'occupe d'aider en fait et d'accompagner les productions sur toutes les nouvelles technologies. Et ça peut être aussi les choix des caméras, des objectifs, des logiciels, quel setting on utilise et tout suivi de la post-production aussi. Donc voilà. Mais attendez, vous avez entendu? On va se régaler de façon internationale. Alors le truc, pour qu'on dise bien aux gens les choses, les gens sont chez eux, ils regardent Netflix, mais derrière ce qu'ils regardent, il y a un travail technique de folie. Oui, effectivement, on va pas se mentir. On va pas se mentir, ça arrive pas comme ça, quoi. Et donc, tu as des techniques de tournage, de production, post-production, tu as tout ça. Oui, alors en fait, on a des équipes dont moi je fais partie, qui sont là donc pour accompagner sur les nouvelles technologies, alors comme le HDR, le Dolby Vision, puisque nous avons choisi le Dolby Vision pour le HDR, l'Atmos, mais aussi ça peut être ce qui est tout nouveau maintenant, la Virtual Production, qui a été beaucoup utilisée, enfin qui commence à être beaucoup utilisée. On va dire que on voit pas forcément encore beaucoup de projets. Le plateau virtuel. Voilà. Il y a une vidéo sur la chaîne d'ailleurs qui a été tournée et on a fait ça justement avec des équipes, avec Duck Factory ici à Paris qui a tourné. Les images passent actuellement dans l'écran. C'est fabuleux. Ça vous fait gagner un temps de folie. Ça fait gagner du temps, mais c'est surtout parce que, c'est du temps peut-être en tournage, mais pas forcément en préparation. J'ai rien dit, c'est pas moi. Et ça permet surtout une flexibilité artistique incroyable, puisque vous pouvez avoir la même condition d'image, de lumière toute la journée. Donc si vous voulez tourner en blue hour ou en coucher de soleil, lever de soleil... Blue hour. Pardon, blue hour. Karine, c'est quoi la blue hour? Vas-y. Alors, le blue hour, c'est juste après le coucher du soleil, quand vous avez encore les petits rayons dorés du soleil, et on a déjà cette sensation un peu bleutée dans les basses lumières de l'ombre de la nuit qui arrive. Il faut mieux quelquefois faire la captation et quelquefois en post-prod, c'est pas la même chose. Donc là, très difficile à faire en plus en captation, ça dure des fois que 5 minutes. Bah voilà, tandis que là, avec ce système, on peut l'avoir tout le temps parce que c'est en fixe dans un studio. Karine, si tu me le permets, on va essayer de se focaliser sur un truc. Je pense que peut-être tu vas nous parler du HDR et du Dolby Vision, de vos choix, vous de Netflix là-dessus. Bien sûr. Alors, nous, on a choisi effectivement le Dolby Vision. Alors déjà, on va dire le HDR... Parce que du coup, c'est la première fois depuis, je dirais, qu'on regarde des films, qu'on a la possibilité de voir tout ce que les caméras de cinéma depuis, déjà, même cinéma-film,
pas que au cinéma digital, enregistre en termes d'information, d'images, de couleurs et de contraste. Jusqu'à présent, on faisait des compressions on va dire de la dynamique en fait de l'image, donc c'est-à-dire la différence entre les hautes lumières et les basses lumières. Et on était obligé de restreindre ça quasiment d'un bon tiers, si ce n'est des fois de la moitié, parce que nos écrans n'étaient pas capables en fait d'afficher l'intégralité. Et aujourd'hui, on a cette nouvelle technologie qui nous permet justement d'afficher tout ce que notre caméra enregistre, ce qui est juste fabuleux. Le truc, c'est qu'en effet, par exemple, avant, quand on avait un coucher de soleil, il y avait un contre-jour. Dans le contre-jour, on voyait rien. C'est-à-dire que les couchers de rien, parce que cette dynamique d'image n'était pas là. Dans le haut, enfin les hautes fréquences, c'est pas enfin le clair et le sombre. Maintenant, on peut déterrer, et les gens qui font du gaming le savent bien aussi, parce que le gaming en HDR, Dolby Vision, permet de voir un ennemi qui serait dans le noir plus facilement, parce qu'on a cette dynamique d'image. Mais ça fait combien de temps que Netflix a pu ou choisi de travailler avec le HDR? C'est depuis le début, tu le sais ou... Je dirais oui, depuis le début. En fait, après, c'était le contenu qu'on n'avait pas encore, mais le choix du Dolby Vision est depuis le début. Et donc du HDR, parce que voilà, on croit en cette technologie. Moi, ça fait 3 ans que je suis chez Netflix, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus et qu'on a de plus en plus de projets. Pour donner une petite ordre d'idée, on fait une vingtaine de projets en France. Bon, je ne travaille pas qu'en France, mais pour la France, par exemple. Et aujourd'hui, la plupart de nos projets sont déjà en Dolby Vision HDR. Alors, qu'on explique bien aux gens, puisque les gens qui nous regardent, je pense, ils connaissent le Dolby Vision HDR. Ils ont des vidéos sur la chaîne qui expliquent justement avec Anaïs de Dolby, que tu connais bien, parce que vous bossez avec Anaïs, parce que c'est la patronne, la boss de Dolby. Alors, le truc, qu'on sache bien, quand on capte une image, vous la captez globalement, majoritairement, en numérique maintenant. Vous faites aussi de la pellicule, de l'argentique. Mais le travail sur le HDR Dolby Vision se fait à la captation, en post-prod. Tu travailles comment? Vous travaillez comment chez Netflix et les réalisateurs? Le HDR, ça a commencé par être une étape de post-production, puisque c'est là où ça se faisait, après le tournage. Et c'est ce qui était dommage, en fait, parce que on pense, nous, chez Netflix, que ça permet aussi au directeur de la photographie, à un réalisateur, d'utiliser ça comme un outil, en fait, de mise en scène. Et donc, on trouve ça dommage de faire ça qu'à la fin, là où, en fait, on a déjà pensé son image pour une image qui va être compressée à cause du SDR. Donc, on s'est dit... SDR, c'est standard, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas HDR. Voilà, SDR. Exactement. L'ancien monde. Oh là là, comment elle y va, la Karine? L'ancien monde, messieurs, dames. Non, mais disons que voilà, ça nous permet aujourd'hui de donner cette possibilité, en fait, aux gens qui créent donc l'image, l'histoire, d'intégrer ça, en fait, dès le tournage. Et dès, en fait, même les premières images, quand ils nous envoient ce qu'on appelle des moodboards. Donc, les moodboards sont des images de référence qui nous aident à imaginer, en fait, l'atmosphère d'une série ou d'un film. Une sorte d'esquisse. Exactement. Voilà. Et donc, en fait, dès cette étape-là, ils peuvent déjà imaginer de se dire, bah oui, si je veux un ciel très détaillé, avec des couleurs fabuleuses de coucher de soleil, je pourrais les avoir. Et donc, ça peut faire partie de la mise en scène. Mais Karine, ces réalisateurs sont pas tous de la génération RED, 4K, 8K, machin truc. Est-ce qu'il y en a pour qui le HDR auquel vous croyez, Dolby Vision, est un supplice parce qu'il faut penser à un truc complémentaire auquel ils n'ont pas pensé, eux ils veulent tourner, et à la limite ils disent bah voilà, nous on tourne, après débrouillez-vous en post-prod. Est-ce que déjà t'as pas ce genre de conflit sur le terrain avec les réalisateurs? Alors justement, nous ce qu'on essaie de leur montrer c'est que c'est l'inverse, c'est-à-dire que si on fait du HDR, on n'est pas obligé, c'est un format, mais on n'est pas obligé d'utiliser toute la dynamique que ce format permet. Donc nous, quand on en post-production, on masterise. Je sais pas si je dis un gros non, mot. c'est bon, masteriser. Tu le louis ça parce que c'est masterisé. C'est le mastering. Donc quand on fait le mastering en fait en HDR, on le fait pour 1000 nits. Donc ça, voilà, 1000 nits. Alors les nits, c'est en anglais, c'est les candélas. On le fait pour 1000 candélas, alors qu'en professionnel, on peut monter à 4000, à 10 000 en étalonnage. Donc faites un étalonnage pour les téléviseurs. Disons que voilà, comme tous les téléviseurs ne peuvent déjà pas aller à 1000, on va dire que il a été décidé que le standard pour masteriser en HDR, c'est 1000 nits. C'est 1000 candélas. 1000 candélas, voilà. Donc ça, c'est donc le maximum qu'on va utiliser dans notre signal. Mais on n'est pas obligé de monter à 1000. Si on veut s'arrêter avant, c'est-à-dire si on veut continuer à avoir une image qui ressemble dans son aspect, dans sa perception à une image SDR, on peut tout à fait le faire. Et on met ça dans un conteneur HDR. Le truc, voilà, ce que tu viens de dire, Karine, est super important. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui, dans d'autres pays, partout, je regarde un petit peu Internet, qui font des tests, par exemple, certains Blu-ray, certains contenus. Ah oui, mais alors, c'est marqué HDR Dolby Vision, ça n'atteint pas les 1000 nits, donc c'est du faux. Non, c'est pas du faux, c'est un choix
du réalisateur de monter peut-être à 300 nits ou de pas aller plus loin parce qu'il veut une image qui se rapproche d'autre chose qu'on met dans le container HDR. C'est pas un truandage, c'est un choix artistique à la base. Exactement, et c'est aussi pour ça que justement on a choisi le Dolby Vision, parce que le Dolby Vision nous permet après en plus d'avoir la même perception d'image quels que soient les écrans, puisque le Dolby Vision va aussi prendre la main sur certains réglages, par exemple des télés, pour être sûr que le réglage soit au plus près de ce qui a été décidé en fait par les artistes, donc étalonneurs, directeurs de la photographie et réalisateurs au moment de l'étalonnage et aussi pendant la construction de l'image durant le tournage. Parce que le téléviseur, en fin de compte, il y a des modes dessus qui sont souvent filmmaker ou autres. Quand tu as des modes qui sont filmmaker, ils intègrent ces données, mais on n'y touche pas. C'est-à-dire qu'ils essaient d'être au plus proche sans que le consommateur appuie sur tous les boutons. Le mode filmmaker est un mode qui est le plus proche du cinéma. Beaucoup de téléviseurs l'ont parce qu'en effet, le problème, comme tu le dis, c'est pas uniquement d'envoyer le signal, c'est de l'autre côté, il soit respecté. Donc le choix du HDR et du Dolby Vision, ce qui est super important pour les créateurs avec lesquels on travaille, les artistes qui vont du coup travailler l'image et la mise en scène, c'est qu'à la fin, ce qu'ils vont voir sur leur écran, ce que les membres en fait Netflix vont voir sur leurs écrans, soit au plus proche de ce qu'eux ont tourné. Et en fait, ça c'est quelque chose de nouveau parce qu'on l'a jamais eu avant avec le SDR, puisqu'on n'avait pas cette possibilité d'envoyer des métadonnées qui permet du coup de transmettre des informations à un téléviseur. Alors, les métadonnées sont des ordres. C'est-à-dire le téléviseur va recevoir des ordres numériques et le Dolby Vision sont des ordres numériques en temps réel pendant tout le film. Et le HDR, qui n'est donc pas le Dolby Vision, c'est une métadonnée qui est un peu fixe, elle ne bouge pas. C'est dynamique, enfin les passives ou actives en quelque sorte. Donc l'idée, moi j'ai envie de te poser des questions là-dessus parce que l'idée de base, est-ce que déjà vous, en tant que néné, est-ce que vous avez le droit de dire ah bah c'est super ton film, on est très très content, t'as commencé, t'as fait l'esquisse. Nous en tant que Netflix, on n'aime pas la façon dont tu travailles, le HDR, le Dolby Vision, ça rendra mal sur notre plateforme. Alors c'est pas comme ça que ça se passe, c'est plutôt à l'inverse. C'est que nous justement on est là pour accompagner, pour tu les accompagnes. Moi j'accompagne pour montrer cette nouvelle technologie et voir comment ils peuvent l'utiliser. Et donc l'idée c'est justement que eux fassent ce qu'ils ont envie de faire, le film qu'ils ont envie de faire, et que on travaille ensemble pour que la technologie les accompagne et montre en fait à la fin le résultat qui est celui qu'ils ont choisi. Donc ça va être par exemple, donc quand on disait tout à l'heure, il y a des faux HDR, on a déjà entendu ça. Non, il y a aussi, il faut être conscient qu'il y a une culture de l'image qui est notre culture de l'image et le SDR, donc c'est normal qu'on ait standard, voilà, ou même cinéma classique, en général. Oui, usuel. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément une habitude de ces gros écarts de contraste. Et on a aussi peut-être envie de rester en fait dans cette atmosphère filmique. Et ça, c'est ce qu'on leur permet de faire en fait, malgré tout, tout en utilisant en fait avec parcimonie une souplesse au moment du travail, de dire je te fous la gomme et on va à 1000 nits parce que peut-être le film s'y prête et on a des gros écarts entre les scènes claires et les scènes sombres et on dit waouh ça y va. Ou si c'est plus intimiste, on va pas obliger le réalisateur à pousser à fond à 1000 nits quoi, c'est ça. Exactement. Alors par exemple on a un film qui est sorti il y a pas très longtemps sur la plateforme qui s'appelle Athéna. Oui. J'étais certain que tu allais m'en parler. J'étais certain, Karine. Donc on a beaucoup discuté en amont avec donc Mathias Boucard, qui est le directeur de la photographie sur ce film, donc responsable de l'image, et évidemment Romain Gavras, le réalisateur, pour leur présenter cette technologie. Ce qui a beaucoup plu, et surtout, enfin aux deux, mais surtout Romain, qui est quelqu'un de très technique, qui s'est dit oh, c'est génial, c'est la première fois que je vais pouvoir regarder sur n'importe quel écran ou que les gens vont voir mon film tel que je voulais qu'ils le voient. C'est super important ce que tu viens de dire. Et ça, pour eux, c'était une découverte, en fait. C'était de se dire, ah là, c'est la première fois qu'en fait, les gens assis dans leur canapé et pas dans une salle de cinéma vont pouvoir voir ce que moi j'ai fait. Donc ça, c'était la première chose. Et après, on a beaucoup travaillé avec Mathias pour qu'il puisse voir comment il allait utiliser le HDR sans justement, eux ne voulaient pas d'une image qui soit plus un peu, on va dire, peut-être science-fiction quelque part, très réaliste dans le rendu en fait des contrastes. Eux voulaient en fait garder une image très filmique en fait, donc avec un rendu de contraste qui reste plus près d'un SDR que d'un HDR. En revanche, ils étaient intéressés donc par la nature du film, d'utiliser par exemple dans les hautes lumières pour les flammes, pour les feux d'artifice de nuit par exemple. Tous ces détails-là, en fait, ont pu ramener de la couleur et du spectacle en fait dans le film pour une meilleure immersion dans l'histoire. Et donc ça, c'était aussi une volonté de Romain. Ce qui me sidère, Karine, dans ton discours,
c'est pas ton discours professionnel que je trouve vraiment formidable, c'est que tu es en 2022, alors que le HDR, nous, par exemple sur la chaîne, où voilà, je teste des téléviseurs HDR depuis maintenant peut-être 4 ans, où Dolby Vision, on a fait des reportages partout, à Los Angeles, à San Francisco, avec Anaïs et tout, de Dolby, et que tu en sois, toi, je dis pas en soi, c'est pas le dégradant, à dire au réalisateur, ça existe, voici comment l'utiliser. C'est ce décalage qui me paraît fou, alors que ces réalisateurs, ils ont peut-être un téléviseur à la maison qui affiche HDR, Dolby Vision. Pourquoi il y a un tel décalage? Pourquoi est-ce que les gens ne se sont pas mis encore à bras le corps? Est-ce qu'ils ont peur du HDR? Ils ont peur de ne pas pouvoir le maîtriser? Que ça dénature leur travail artistique? Comment tu l'analyses? Bah, y a beaucoup d'incompréhension aussi des fois derrière le HDR, où on pense qu'en fait, justement, on est obligé d'utiliser toute la dynamique. Et ça va forcément très souvent à l'encontre, comme on disait juste avant, de cette culture de l'image, qui n'est pas forcément d'aller faire quelque chose qui est très réaliste. On veut garder... Pas dans l'excès, peut-être. Voilà. Oui, et puis ou même des fois très réaliste, c'est-à-dire que avec le HDR, on est très proche de la vision de l'œil, mais est-ce qu'on a envie en fait de voir un reportage ou est-ce qu'on a envie de voir un film? Et beaucoup de discussions sont de se dire, bah oui, moi j'ai envie de faire du cinéma, donc je veux voir un film, je veux pas voir un documentaire. Donc, pour eux, c'est ça va trop loin en fait, et je peux pas en fait maîtriser les codes qui sont mes codes filmiques. Alors que c'est pas vrai, mais encore une fois, c'est parce que c'est souvent comme ça qu'a été démontré le HDR au départ, parce qu'on voulait leur montrer qu'ils pouvaient avoir toutes les informations. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en général, ils commencent par être très timides, et donc en général avec des mastering qui tournent autour de 200 nits. Et puis au fur et à mesure de leur étalonnage, ils montent. Et ils commencent à balancer entre guillemets la sauce lumineuse en disant j'ai de la place, j'ai l'outil, j'ai la possibilité de post-production, donc je vais vraiment aller plus loin, comme tu disais, avec les flammes, quelque chose qui est plus vibrant. Donc quand les gens vont voir ces flammes avec le HDR Dolby Vision, on va dire les flammes elles sont encore plus là. Et ça peut faire peur aux réalisateurs. C'est trop vrai quelquefois. C'est peut-être ça. Non, alors en général, c'est plus... Mieux, alors. Oui, pour les flammes, ça, ils sont tous d'accord, parce qu'en général, c'est quelque chose qui rend très mal en SDR. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui est toujours une très bonne surprise. Non, c'est plus des fois, en fait, les brillants sur les visages, en fait, qui peuvent des fois faire que on a l'impression qu'il y a un côté un peu plastique de l'image. Oui, la carnation. Voilà. Et c'est ça qui demande justement de travailler différemment. Et c'est là où justement notre accompagnement, il n'est pas juste de dire il y a cette technologie, c'est super utilisé là. C'est de leur donner en fait des retours de tous les projets qu'on fait, puisque moi mon équipe elle est mondiale. Donc moi je travaille en Europe, mais on a les meilleurs, c'est pas faire autre chose, on a les meilleurs, Karine. Donc nous on a une équipe qui travaille dans le monde entier, donc on a beaucoup de projets qui utilisent ces technologies et donc on a beaucoup de retours d'expérience. Et grâce à ça en fait on peut donner en fait des retours d'expérience extrêmement documentés et avec beaucoup d'exemples pour justement accompagner, parce qu'on a un peu vu à bout d'un moment tous les cas de figure, je dirais presque. Donc on a toujours une réponse à leurs inquiétudes et donc de pouvoir justement aussi dire bah voilà, oui ça va changer votre façon de travailler si vous voulez justement vous l'accaparer comme un élément de mise en scène et de construction de l'image. Alors, j'ai encore une petite question, parce que, d'eux-mêmes, ces réalisateurs travaillent également avec le monde du cinéma de salle. Et en salle, il y a le HDR, le Dolby Vision, Dolby Atmos. Mais eux, déjà, ils devraient être, entre guillemets, habitués à ça, puisque déjà, en salle, on le trouve aussi, le HDR Dolby Vision. Alors, en salle, on trouve du Dolby Atmos, mais le Dolby Vision, c'est des salles très particulières. Il y en a très, très peu. Donc, beaucoup n'ont jamais été dans ces salles-là. Eh ben, merci, j'ai l'explication. Merci. Et donc, c'est une expérience. On a aussi très peu de films qui sont en fait masterisés pour le moment pour ces salles en fait. Donc c'est ça aussi. De plus en plus. De plus en plus. Heureusement. Mais parce que c'est mondial. On parle de la France, c'est encore un peu timide. Poser une question. Est-ce que tu sais si en école de cinéma, par exemple en France, en Europe, on apprend en effet à maîtriser le HDR Dolby Vision ou c'est pas encore dans les clous? Pas encore. Pas encore parce que c'est nouveau dans le sens où il faut que l'équipement suive aussi. Et donc il faut s'équiper. Alors les télévisions sont l'équipement, je dirais presque le moins cher de la chaîne. Maintenant, s'équiper en écran, par exemple, de référence pour l'étalonnage en HDR, c'est aussi quelque chose qui est non négligeable. Donc là, maintenant, on a beaucoup de laboratoires qui sont équipés, mais ce n'était pas le cas il y a même encore 2 ans. Non. Donc une école de cinéma pour s'équiper, ça va être compliqué. Enfin, ça ne va pas arriver demain. Ils peuvent louer pour le moment, mais voilà. Je pense que ça va venir. Mais c'est comme toutes ces nouvelles technologies, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des exemples, que les gens puissent voir en fait des artistes s'en emparer
et de créer avec pour donner d'autres idées, en fait, peut-être aussi. Ce qui est fou, c'est qu'on en soit, encore une fois, ça me sidère dans ton discours, il va falloir s'accaparer, il va falloir le découvrir, alors que le public, par exemple sur ma chaîne et même sur tous les médias en France avec mes confrères, tu leur dis HDR, Dolby Vision, en plus Dolby faisant une telle communication sur Dolby Cinéma, on va parler de Dolby Atmos après, que le mot Dolby en lui-même est connu, s'il veut quelque part, mais que les professionnels soient à ce point en train de se dire on doit expérimenter, alors je pensais que c'était sincèrement déjà le cas, ça me fait tout drôle d'entendre ça. Tu as donc des laboratoires, enfin des studios de mastering qui travaillent avec vous, qui sont donc vos studios ou des gens qui sont en collaboration avec vous sur l'Europe pour faire le mastering? Alors du coup, nous, on travaille effectivement avec des partenaires locaux, donc en fait dans chaque pays où on travaille. Donc en France, on travaille avec effectivement des laboratoires qui sont équipés. Tu peux nous dire combien il y en a? Est-ce que c'est... Parce qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup. Hein. Oh, il y en a quand même quelques-uns, si on en a de plus en plus. C'est plus de 10. Oui, bien, bravo Anaïs, bravo. Donc non, maintenant, je dirais quasiment tous les laboratoires professionnels qui traitent en fait de la fiction, en tout cas, sont aujourd'hui équipés. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, je pense qu'on a eu beaucoup de projets pour le moment de ceux qu'on voit, qui ont été masterisés en HDR, mais qui n'ont pas forcément été pensés en HDR quand ils ont été tournés. Donc je pense que maintenant, on est dans la deuxième phase, justement, artistique, en fait, c'est grâce cette à toi. Technologie. Pensez-le et ça sera mieux après. Exactement. Donc, en fait, ça se pense parce que là, on va pas forcément aborder la lumière de la même façon. C'est encore une fois la première fois qu'on va voir toutes les données que notre caméra enregistre, parce qu'on enregistre en RAW depuis déjà maintenant longtemps. Donc, en RAW, RAW, donc c'est avec le maximum, c'est le format qui passe tout, quoi, le RAW, il n'y a pas de compression. En RAW, les photographes connaissent bien, justement. Exactement. La photo. Donc c'est avec cette flexibilité, justement, en post-production, de récupérer toutes les infos et de choisir, en fait, quand on était en SDR, lesquels on allait utiliser. Là, en HDR, on peut toujours choisir lesquels on utilise, mais on peut aussi tout utiliser. Donc ça, c'est nouveau. Donc ça a aussi des super avantages, mais ça a aussi certains inconvénients qui fait qu'il y a certains détails qu'on aimait ne pas avoir aussi. Par exemple, je donne un exemple tout bête. Si on voyait une fenêtre derrière nous, on verrait pas forcément ce qu'il y a derrière cette fenêtre. On verrait une fenêtre blanche parce que très lumineuse. Des fois, c'est très bien de ne pas voir ce qu'il y a derrière la fenêtre parce qu'on peut se rendre compte que finalement, en fait, il y avait, je sais pas, un échafaudage et qu'on ne voulait pas voir ces échafaudages. Donc, c'est des petits exemples qui font qu'on est obligé aussi de demander à nos partenaires en fait de tester et de se dire, voyez, ça, c'est le genre de choses que vous pouvez avoir et que vous n'avez pas envie de découvrir à la fin. Donc, vous avez envie d'y penser au tournage. Après, ça peut être effectivement comment on éclaire. Comme on disait avant, il y a cette histoire de plasticité des fois liée au micro-contraste en fait sur les carnations qui sont pas toujours très élégantes. On aime bien quand même avoir des visages plus doux. Justement, tu as bien fait de m'en parler parce qu'il y a un truc que j'avais déjà soulevé sur la chaîne et j'en avais parlé avec des gens, ça va te faire paraître bizarre, à Tokyo avec la NHK qui filme en 8K en plus et qui me disait ça a totalement révolutionné la façon dont on habille les gens, dont on les maquille et nos éclairages. On peut plus faire comme avant. Alors voilà, c'est-à-dire qu'en fait avec le HDR plus l'Ultra HD, puisque nous, c'est le minimum, en fait, demandé, c'est Ultra HD. On a cette combinaison d'une grande résolution et, en fait, un grand détail de couleurs et de contraste lié au HDR. Palette, ouais. Donc, ces deux cumulés, en fait, donnent quand même un aspect très cristallin à l'image, mais qui n'est pas toujours souhaité, encore une fois, artistiquement. Donc, c'est là où on va travailler différemment les textures. Donc, par exemple, encore une fois, Athéna, ils ont beaucoup travaillé sur les fumées. Et ce qui était super intéressant pour eux, quand on voit la différence entre justement le standard et le HDR, c'est de se rendre compte que on a du volume dans la fumée, puisqu'on arrive à voir des détails de couleurs et des nuances en fait de contraste dans cette fumée qu'on n'a pas en fait avec le SDR qui fait un aplat. Mine d'or. T'as pas idée, mais t'as pas idée, Karine. Je crois que t'as pas idée de ce que tu es en train de dire parce que ça résume tout ce que nous, les journalistes, on a fait pendant des années en parlant avec Anaïs, avec Dolby. Et là, tu résumes tout ce que nous, on pense du HDR et du Dolby Vision et tu le résumes de la façon artistique et professionnelle. Mine d'or, quoi. C'est du délire. Donc, est-ce que toi, aujourd'hui, Karine, tu penses qu'on va encore pouvoir faire évoluer la technologie? Tu penses qu'on peut encore l'apprivoiser encore plus pour que ça soit plus facile dans le workflow? Oui. C'est comme tout, plus ce sera utilisé, et encore une fois, plus il y aura d'exemples en fait, de gens qui se l'approprient, et plus ça donnera déjà envie donner la curiosité en fait, d'aller tester des choses, et je pense de donner des nouvelles idées aussi de qu'est-ce qu'on peut faire avec un nouvel outil. Contrairement à l'UHD qui est juste une résolution, donc pour nous n'est pas
c'est juste un détail technique, j'ai envie de dire, qui n'est pas un détail artistique. Résolution d'image, comme le Full HD, Ultra HD 4K. Voilà. Donc, il n'est pas un choix artistique en soi, en fait. C'est juste un choix purement technique. Nous, le HDR, on ne le voit pas du tout comme ça. On le voit vraiment comme un choix artistique. C'est incroyable. Tu as résumé ce que moi je pense. Tu peux créer avec l'outil. Tu peux créer enfin, surtout le contraste, la présence, tu peux la créer différemment. Et ça, c'est incroyable pour les réalisateurs. Il faut qu'ils le comprennent quand même. Là, j'évangélisme. Il faut qu'ils le comprennent. On peut créer avec cet outil. Voilà. Et alors, souvent, on parle toujours des hautes lumières en HDR, mais moi, je trouve que c'est aussi important de parler des ombres et des basses lumières. Et on a une série qui est très parlante pour ça, qui s'appelle Ozark. Alors, c'est pas... Génial. J'adore. C'est pas une série française, mais... C'est pas grave, on s'en fout. Moi, je suis fan. Et justement, Ozark, ils ont pris le contre-pied total, c'est-à-dire qu'en fait, eux ont décidé de travailler toute la dynamique de l'image dans les basses lumières pour justement avoir tout un velouté en fait et de détails dans les ombres, ce qu'on voit assez rarement. Et donc eux ont placé toute leur dynamique de ce côté-là et c'est très intéressant et ça fait une série qui est complètement différente. Et le truc, ce que tu viens de dire, c'est d'un discours que j'ai eu de la part justement des gens qui travaillent le gaming en HDR. Je t'expliquais tout à l'heure, tu sais, quand tu joues à la première personne, tu aimes bien voir ton ennemi même dans le noir. Eux, ils travaillent beaucoup justement les basses fréquences, les ombres. Et là, tu peux faire ressortir des trucs pour aider les gamers que tu ne pouvais pas faire avant. C'est enfoui. Oui. Et c'est exactement ce que tu me dis sur la série. Parce qu'encore une fois, voilà, ces informations, elles sont captées, elles existent dans l'image. Elles sont enfouies. Mais on ne pouvait pas les voir. Voilà. Mais c'est ouf, c'est du délire complet. La théorie et la pratique. Alors, on est en contre-jour, hein, c'est pas filmé en HDR Dolby Vision, parce qu'on va parler maintenant de pratique. On a des téléviseurs, hasard, hein, LG C1, c'est pas moi, hein, j'y suis pour rien, c'est pas moi. Qui sont là? Tu m'expliques tout, on va filmer également avec ça, hein, comme ça sera plus simple. Tu m'expliques un petit peu ce que tu vas faire? Oui, alors en fait, l'idée ici, c'est de montrer en fait que le procédé HDR et Dolby Vision, les deux. Donc l'idée, si on a pris plusieurs différents écrans, c'est pour montrer que l'avantage justement de masteriser en HDR et Dolby Vision, c'est que quel que soit l'écran sur lequel vous allez regarder, on a la même perception d'image. Et ça, c'est super important pour nos réalisateurs et directeurs de la photographie et étalonneurs. De retrouver leur image au plus proche de ce qu'ils ont voulu faire. Donc ça, c'est la première chose. Nos deux grands écrans ici sont donc bien 2C1. En revanche, ils ne streament pas la même chose. Mais non. Donc, il y a un des deux qui stream du SDR et l'autre qui stream du HDR. D'accord. Il faut que je devine lequel, c'est ça? Oui. Alors, celui-ci, c'est SDR, ça, c'est HDR. Très bien, bravo. Messieurs, dames, de bonne famille. Voilà, ça, standard, et ça se voit tout de suite. Standard et HDR, moi je vois les différences. Là, vous ne le verrez pas, vous, parce que c'est compliqué avec les smartphones, qui n'ont justement pas HDR, mais je le vois sur la fidélité chromatique et la dynamique est plus... Oh là là, ça se voit vachement là. Donc voilà, donc en fait... ça se voit vachement, mais sur cet exemple-là, c'est quand même assez subtil, parce que l'idée, c'est qu'ils ont fait un étalonnage qui est très proche en termes de perception d'un étalonnage donc standard, mais ils ont quand même profité aussi bien dans les basses lumières et dans les hautes lumières de certains détails de couleurs et de contraste qu'ils n'auraient pas eu dans l'étalonnage standard. Donc là, par exemple, on le voit sur les hautes lumières ici. On voit les petites subtilités, parce que là, c'est quand même des subtilités techniques. Il y a des choses qui doivent être beaucoup plus probantes dans ce que tu fais. Oui, exactement. Donc là, en fait, l'idée, c'est justement de... Cet exemple-là, il est souvent aussi... Enfin, pour nous, c'est un bon exemple, Athéna, puisqu'on est sur une utilisation artistique du HDR, où justement, ça n'a pas été fait en post-production pour éblouir. Donc là, en fait, on récupère juste des infos qui font que, par exemple, le fond... Le fond, mais c'est le fond qui m'a fait le fond est plus coloré, ouais. On voit mieux les fumées. Et tout ça est assez subtil, mais en fait, dans l'ambiance globale de la scène, en fait, on atteint une meilleure immersion aussi dans l'image grâce à ces petits détails qui font qu'ici, on a l'impression que c'est tout gris, alors que là, on récupère en fait des hautes lumières. Et on récupère aussi de la couleur dans les carnations. Donc, en fait, dans le visage, par exemple, on voit que le visage est plus riche en couleurs. Ouais. Alors, encore une fois, c'est subtil, mais ça donne plus de vie à l'image. Mais c'est subtil, Karel, parce que tu m'as dit tout à l'heure que le directeur de la photo ainsi que le réalisateur ne voulait pas pousser les potards à fond. Exactement. Il restait limité. Et là on voit justement que c'est subtil, mais ça donne en fait cette petite touche en fait qui fait que c'est différent. Voilà. Moi, je le vois tout de suite. Regarde, même à la caméra. Ici, c'est un peu flou-flou. La colorimétrie est meilleure. Et derrière, on voit mieux. Donc voilà. Donc ça, c'est la scène de nuit, une des scènes d'Athéna, où justement, on va pouvoir voir...
vraiment la différence puisqu'ils ont utilisé tous les détails dans les hautes lumières pour donner vie justement aux flammes et aux feux d'artifice qui sont juste après. Je rappelle bien sûr qu'en vidéo, c'est pas forcément facile de capter ça parce que c'est compliqué, mais à l'œil nu, nous on parvient à voir la différence. C'est un peu abstrait pour les gens, mais il n'y a pas d'autre solution que de capter ça. Ici pour vous expliquer les choses. Voilà, et donc là effectivement on voit l'immersion en fait clairement, là où on revoit toutes les couleurs, on les perd complètement dans le SDR où ça devient tout grisé, puisqu'on n'a pas la capacité d'afficher justement ces détails-là. Donc là, quand on va ressortir, il y a les flammes qui sont pas mal. Ils sont tous sur des comptes HDR, donc du coup, tous affichent du Dolby Vision HDR. Le seul qui ne l'affiche pas est donc un des deux C1. Qui est là. Qui est là. Lui, il n'est pas là, et lui, on lui a mis normalement. Voilà, pour que les gens voient bien. Donc l'idée quand même, quelque part, pour les gens, Karine, c'est de leur dire, à la base, vous, en tant que Netflix, vous envoyez Dolby Vision HDR, et on peut la voir là, 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 et vous n'êtes pas sur le HDR10+, c'est votre choix. Vous, c'est avec Dolby, comme d'autres, comme Apple TV, comme vos concurrents. La plupart de vos concurrents sont avec Dolby également. Et alors, celui qu'il faudrait que tu arrives à capter, qui est vraiment très bien, c'est le moment où il jette justement le cocktail Molotov, puisque là, on va vraiment voir les flammes. Et là, si tu arrives à filmer les deux en même temps, tu vas voir que clairement, les flammes ne réagissent pas du tout de la même façon. Et je pense que même en captation, ça va se voir. On va le tenter. Allez. C'est compliqué à voir, mais nous, à l'œil nu, on voit tout de suite la différence même de définition dans les flammes. Et là, c'est beaucoup plus brouillon. À l'œil nu, c'était immédiat. Nous, on l'a vu immédiatement. Mais encore une fois, frustration. On ne peut pas vous montrer ça avec un smartphone. C'est très compliqué. Il faut nous croire sur parole. Alors, quand vous passez sur un contenu Dolby Vision, même si vous aviez fait des réglages de votre télé, quels que soient les réglages, alors ils ne sont pas perdus, ils seront toujours là. Mais en revanche, quand vous appuyez sur Play sur votre contenu Dolby Vision, le Dolby Vision et les métadonnées en fait vont prendre le relais et donc vous aurez un autre réglage qui va apparaître qui permet... C'est imposé, voilà, parce que les métadonnées vont donner des ordres au téléviseur. Le téléviseur va déconnecter certains de ses circuits, on les voit actuellement à l'écran, donc ça va être grisé. Sur le C1, vous avez des zones grisées parce que les métadonnées, les ordres, ont pris le contrôle pour que tous les téléviseurs qui sont donc avec du Dolby Vision aient la même image. Bien sûr, vous pouvez tripoter après, mais en mode standard, Dolby Vision, si je puis dire, ça sera la même chose. Voilà, exactement. Et c'est pour que justement, vous puissiez avoir cette expérience d'avoir la même perception d'image sur des écrans différents. Ce qui rassure les réalisateurs. Exactement. Karine, je crois qu'en ce qui nous concerne, ici, avec les gens qui nous regardent, je parle vraiment en leur nom, mine d'or. Eh bien, merci. Franchement, merci, mais merci pour ton expertise, pour la façon claire et vraiment très proche des gens d'expliquer des trucs qui sont pas si simples. Non, effectivement, qui sont pas simples, mais qui sont ils nous passionnent. On a envie de transmettre, donc merci. Merci à toi, merci à Néné et Tedoum. Le truc qu'on pourrait peut-être voir, c'est dans une prochain épisode, il va y en avoir plein, aller carrément dans un endroit où quelqu'un fait devant nous l'étalonnage, le mastering. Eh ben, essayons d'organiser ça, oui. Ça va être top. Dans tous les cas, je te remercie vraiment, vraiment. Je remercie également l'équipe qui me permet de t'avoir et de te voir ici. C'est fabuleux. Merci Karine à nouveau. Ciao. Bye bye, Néné. Bon, alors là, franchement, je sors. J'ai vraiment trouvé le discours de Karine, mais fabuleux, quoi. C'est que Karine a des hautes responsabilités. Elle gère toute la façon de travailler le HDR, Dolby Vision, une nouvelle technologie, avec les réalisateurs, avec les directeurs de la photo, avec les étalonneurs. Donc la responsabilité est gigantesque et elle explique ça de façon extrêmement claire. Et ça, c'est ouf. C'est une mine d'or, Karine. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de tout ça. Moi, j'ai appris des trucs encore. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je me disais, franchement, je pensais que les réalisateurs étaient au courant, que tout le monde était au courant, que le HDR c'était normal et tout ça. Et la production, enfin la post-prod, ça se fait pas comme ça. Il y a d'autres façons de travailler maintenant. Et les autres façons de travailler maintenant, en effet, passent par un moment où on pense le HDR et Dolby Vision au moment du tournage. C'est pour ça qu'elle a parlé d'esquisse, au moment où on commence à travailler sur une série ou un film, on commence déjà à établir certaines données relatives à la façon dont on va traiter ça en HDR Dolby Vision. Donc, dans d'autres épisodes, parce que là c'est l'épisode numéro 2 sur Netflix, même si le Data Center, c'est une sorte d'épisode intermédiaire, ils en ont parlé de Netflix, j'essaierai d'aller dans un laboratoire de mastering, dans un studio de mastering, pour voir travailler une équipe sur le HDR, le Dolby Vision, comme ça, en temps réel,
et ça serait top cool de vous montrer quel est le travail justement du directeur de la photo, du réalisateur, de l'étalonneur qui travaillent tous ensemble de concert. Le truc que je retiens qui m'a quand même fait super kiffer parce que ça me concerne pleinement, j'ai lu ça des tas de fois, c'est de dire ok, le HDR peut aller là, voilà, et on peut aller à 1000 candélas ou plus. Oui, mais quand c'est 300 candélas, c'est pas du HDR. Oui, c'est du HDR, mais c'est un choix artistique de ne pas monter aussi haut parce que le film ne s'y prête pas, ou le réalisateur ne voulait pas, ou le directeur de la photo trouvait que c'était pas nécessaire, parce qu'il ne faut pas pousser tout à fond, c'est ce qu'on faisait au début avec le HDR. Ce qui donnait des images complètement cramées, même sur le LED, je dis mais vous avez tout poussé à fond, ouais c'est du HDR, ouais, c'est pas nécessaire. Il faut que ça soit modéré, il faut qu'il y ait de la souplesse, que les gens se sentent la différence sans être agressés par quelque chose de cristallin qui est trop brillant et autres. C'est très compliqué à faire. Et c'est là justement où Karine entre en piste pour aider les créateurs, donc réalisateurs, directeurs de la photo et autres, à avoir une image qui est plus naturelle sans être surnaturelle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai fait mon petit laïus comme ça, je suis extrêmement heureux et vraiment très heureux. Voilà, à très vite sur cette chaîne. Je fais encore plein de trucs de prévus. Allez, des gros bisous.